Bonsoir Valérie. Bonsoir Katia. Donc nous revoilà toutes les deux pour une session d'investigation, la numéro 18. Donc moi, si tu es prête, Je suis prête. presque détendue. Oui, je le Oui, suis toujours détendue. oui, j'en ai l'impression. J'enlève les lunettes. Ah, voilà, Ça va, tu me vois bien? je te vois bien. Ouais. Tu peux peut-être descendre un tout petit peu, que j'ai un peu moins de plafond. Voilà, c'est C'est bon? super. Ouais, Ok. merci Valérie. Donc, comme tu es presque détendue, est-ce que si je pars de 7, ça te suffit Oui, largement. largement? De Mhm. 5 plutôt? Si tu veux, oui, 5, ça me va bien. Oui? Mm. D'accord. Donc je te laisse prendre quelques profondes inspirations et tu vas sentir cet air se déplacer dans ton corps, de tes orteils jusqu'au sommet de ta tête. Et en expirant, la totalité de ton être va se détendre de plus en plus. Je pars de 5. Et tu vas sentir tout ton corps s'enfoncer lentement dans le matelas. 4. 3. À partir de maintenant, n'importe quel bruit environnant va t'aider à t'enfoncer davantage. 2. Et 1. Et je vais t'annoncer maintenant le sujet de notre investigation. Si tu te sens prête, Oui. oui, Mm. nous allons aborder le sujet du chat. Et tu peux partir à la recherche. Je vais te poser la première question par rapport au chat sauvage. La question est, quand est-il apparu sur la planète Terre pour la première fois? J'ai vraiment, il y a des millions d'années. Je vois que c'était un chat qui avait une certaine taille qui était plus gros que les chats domestiques aujourd'hui. Euh, Ça me fait penser un peu en taille à peu près au Maine Coon, à peu près au niveau de la taille. Et je vois par contre qu'il avait les pattes arrière qui étaient beaucoup plus développées que le chat aujourd'hui. D'accord. Donc il était plutôt haut sur pattes. Il était plutôt haut sur pattes, mais les pattes arrière un peu plus développées que les pattes avant. Musclé, oui.
Ouais, plus musclé en fait et un peu plus. Il était un peu plus haut sur les fesses, un peu plus haut que les épaules. Vraiment, il y a vraiment cet aspect-là. D'accord. Mm. On aura peut-être avec la question suivante, on aura peut-être l'explication du pourquoi. De quelle espèce descend-il? Ce que je vois, c'est que il y a. Alors, ce que je vois, c'est que c'est une espèce qui est plutôt de l'ordre des dinosaures, quoi. Je vois quelque chose qui ressemble à un félin, mais c'est c'est très ancien. Ça me, je sais pas, ça me fait penser à comme un tigre, mais qui est de couleur d'un puma. Mhm. En taille, il est assez gros, mais il a des dents, mais faut pas jouer quoi avec, hein. Parce que même un tigre, par rapport aux dents qu'il a, c'est beaucoup plus important, quoi, sa taille de ses dents. Et ce que je vois, c'est que c'est un animal qui est relié au règne des dinosaures. D'accord. Alors, je sais pas ce que c'est comme animal, mais en tout cas, ça ressemble à un félin. Ça ressemble un peu comme un tigre, mais qui est beige, plus comme un puma peut-être, mais beaucoup plus volumineux que le puma. Mhm. Et il a des dents, mais quoi, les canines, mais énormes, quoi, qui sont très très longues. D'accord. Plus long que les félins préhistoriques qu'on connaît? D'accord. Ouais, c'est disproportionné en fait. J'ai l'impression, quoi, cette impression-là en tout cas. Et le fait que tu parles du règne des dinosaures, est-ce qu'ils ont des poils quand même? Oui, 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 Ouais, quand ils ont même. des poils, ils ont des poils, ils sont. Et je sais pourquoi ils ont ces grandes dents en fait. C'est parce que à l'époque, les proies étaient de taille très conséquente et qu'il fallait ces rasoirs-là pour pouvoir rentrer dans la chair en fait. Évidemment. D'accord. À quelle époque le chat a-t-il été domestiqué par l'homme? Et pourquoi? Alors moi, ce que je vois, c'est à l'ancienne Égypte, il a été domestiqué parce que il lui vouait un certain culte. Mhm. Et, euh, et je dirais qu'en termes d'énergie, en tout cas, les chats sont très intéressants. Et en termes de perception aussi. Mhm. Et à cette époque-là, il y avait une espèce de vénération de cet animal. C'était un animal sacré, je dirais, quelque part. Oui, très bien. Mais ça me ramène vraiment droit à l'Égypte quand tu me poses cette question-là, Oui. par rapport à l'homme. Euh, c'est à ce moment-là que j'aurais fait le lien. Mhm. Oui, on voit bien Mm. les peintures égyptiennes, je les imagine bien. Et donc, pourquoi est-ce qu'il a été domestiqué par l'homme? Parce qu'il permet de créer autour de lui un espèce de champ, je dirais un champ énergétique, un champ Mhm. électromagnétique aussi, et qu'il a la faculté de transmuter beaucoup de choses. Ouais. Rien que par sa présence, il transmute énormément. Il change l'énergie négative en énergie positive, c'est ce que je vois. D'accord. Il y a vraiment comme un espèce de champ qui se définit autour de l'animal et que tout ce qui rentre dans ce champ, en fait,
ça le nettoie, ça le purifie, ça, quoi, voilà, il y a vraiment ça. Et du coup, l'homme est attiré naturellement par le chat parce que il y a cet effet-là qui se déroule dans le subtil. Et en même temps, sur le plan, je dirais, émotionnel, ça apaise aussi beaucoup. D'accord. Donc tous les hommes n'en ont pas forcément conscience. Non, ils n'ont pas conscience forcément, mais je dirais Ils sont intuitivement, attirés. voilà, ils sont attirés par l'animal. D'accord. Est-ce qu'il possède une aura? Oui. Oui. Oui, 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 il y a une aura autour d'eux, je la vois. Et Tu peux décrire la couleur? je dirais que ça dépend aussi de leur environnement et ça dépend aussi de ce qu'ils génèrent eux. Et Oui, pourquoi, ouais, c'est c'est ça en fait, de chats en bonne santé. Est-ce qu'il y mm. a une différence en fait Entre un chat en bonne santé et un Oui, chat en mauvaise santé, par oui, exemple. oui, Oui, il y a c'est ça. des grosses différences. Je vois que un chat, là, je vois un chat en bonne santé. Alors, ce que je vois, c'est qu'il a une aura qui est bleutée. Il y a du rose aussi. C'est pas uniforme partout. Il y a différentes zones qui sont de couleurs différentes. Et un chat qui est en mauvaise santé, bah, il y a déjà des trous dans cette aura. Il y a vraiment il y a des trous et c'est plus grisé, je dirais. Il y a comme un floutage, je sais pas, c'est un peu grisé, quoi. D'accord, oui, donc c'est flagrant. Ouais, et ce que je vois, c'est qu'il y a aussi un corps éthérique, et quand il décède, ce corps éthérique quitte ce corps physique. Pareil. C'est pareil que nous, en fait. C'est pareil que nous. Ouais. D'accord. Alors maintenant, observe et décris le champ de l'aura d'un chat domestique comparé à celui d'un chat sauvage. Déjà, le chat domestique, je dirais, par le fait qu'il absorbe son environnement. Alors, s'il est dans un environnement sain, je dirais que c'est tout va bien. Mhm. Son aura est, je dirais, équilibrée, c'est ce qui me vient. Par contre, s'il n'est pas dans un environnement sain, son aura c'est comme si elle devait s'ajuster, ça s'ajuste à chaque fois, mais ça, le temps qu'il absorbe et qu'il redonne, et après ça se stabilise. Que le chat de la nature, je dirais, il n'y a pas cette variation-là dans son aura. Il Mhm. est, il y a une certaine syntonie, je dirais, avec son environnement. Oui. Ouais. Il y a une certaine syntonie et il n'y a pas de variation, en tout cas, très importante, sauf s'il rencontre des choses vraiment qui puissent le faire fuir, par exemple, le mettre En en danger? danger. Ouais. D'accord. Parce il y a quand même un impact. Je me rends compte que l'émotionnel, ils ont un émotionnel assez présent quand même, mais ça dure pas dans le temps par contre. C'est vraiment très soudain. S'il a peur, il va avoir comme un impact émotionnel, mais ça revient à la normale très rapidement. Très vite. C'est juste comme une prise de conscience. Ouais. Ça Ouais, vient et c'est ça comme circule. quand on a des frayeurs, tu sais, nous, on a de la Oui. frayeur et après on va mettre le mental dessus, on va tricoter des choses. Eux tricotent pas, quoi. Ils ont peur et puis c'est un Il lâche tout moyen de suite, quoi. ouais, c'est un moyen de fuite, de réaction en fait. Mhm. Il y a une réaction en tout cas à ça et ensuite ouais, c'est fini, ça n'existe plus. C'est plus présent. Carrément, c'est oublié. Ouais, complètement. Super. Une chanson. Et d'ailleurs, pour ça, les chats, pour leur enseigner, pour les dresser, je veux dire entre guillemets, il faut vraiment du temps, beaucoup de temps, parce que, pouf,
ils oublient en fait. Après, ça devient des réflexes conditionnés, je dirais, le dressage réellement. Mhm. Mais ils se rappellent plus. Quoi, pour eux, c'est pas Mhm. important. C'est pas Faut important. répéter que ça devienne un automatisme, en fait, Ouais, ouais. ouais, Une ouais, complètement. habitude Ouais, de comportement. ouais, c'est ça. Ouais. Mhm. Donc oui, il Alors, y a quand même une réelle différence entre l'aura d'un chat oui, en domestiqué et effet, un oui. chat sauvage. En effet, oui. Et les couleurs, il y Alors, a... c'est vrai que le chat sauvage, là, ce que je vois, il y a beaucoup de vert quelque part. Il y a du vert, il y a du jaune. Il y a beaucoup de orange aussi. Et Mhm. que le chat domestiqué, je vois plus du bleu, tu vois, c'est plus bleuté. Il y a beaucoup de bleu. Ouais, Mais en même temps, ce que j'entends, quoi, ce que je vois, en tout cas, c'est que c'est pas du tout ils ont pas les mêmes fonctions dans la nature c'est ça, oui. que dans un foyer. C'est ouais, parce que quand tu me parles des couleurs du chat sauvage, ça fait très, c'est dans la nature, quoi, hein. Mm, mm. Le vert, la nature, le jaune, le Ouais. soleil, Le orange aussi, je vois qu'il y a l'orange, beaucoup de... ouais. Très bien. Et est-ce qu'il existe une langue entre les chats? Il n'y a pas réellement de langue telle qu'on pourrait le voir en tant qu'humain, je dirais. Mais oui, il y a un langage en tout cas. Donc déjà, il y a un langage corporel qui est présent au Mhm. niveau physique et il y a un langage subtil aussi. Ils Ouais. captent tout. Par rapport à nous, ils ont je dirais, des récepteurs sensoriels qui sont beaucoup plus développés. Mhm. Sur le point de vue physique, parce qu'il faut qu'il soit capable d'être toujours comme dans une espèce d'état de vigilance. Et en même temps, ils ont un langage subtil, je dirais peut-être plus télépathique. Et ils savent quelque part ce qu'on pense. J'ai vraiment cette impression-là, en tout cas. Mhm. Ils sont capables de lire. Alors, je sais pas parce que ça passe pas par les mêmes filtres que nous, donc je pourrais pas dire que c'est pareil que nous au niveau Télépathiquement, c'est pas, télépathiquement. Ouais, ouais, ils, c'est un peu ils acceptent différent pas. D'accord. parce Oui, que ça c'est. passe pas par le filtre du mental. Nous, ça passe quelque part par le filtre du mental. D'accord. C'est-à-dire que l'information remonte et après elle est comme interprétée, je dirais. Ouais. Que là, non, c'est pas du tout ça, quoi. Je dirais, c'est peut-être en plus en termes de sensation. Voilà, plus en D'accord. termes de sensation, leur télépathie, c'est un Mm. peu comme ça. Ouais. Donc ils entrent en contact avec les humains, en fait. Ouais, les humains, tout ce qui leur entoure, hein, tout ce Tout qui ce qui les les entoure. entoure, parce que tout, quoi, il y a beaucoup de vivants autour de nous qu'on ne capte pas, mais eux le Ouais, captent, bien hein. sûr. Mm. D'accord. Et est-ce que le chat ressent le temps qui passe? Non, 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 il le ressent pas. Pour lui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se passe, pouf, l'instant d'après, ça n'existe Mhm. plus. Et du coup, il ne capte pas le temps qui passe. Il le Bon, capte pas. Non, pas du tout. très bien. Et en fait, comment est-ce qu'ils perçoivent le monde qui l'entoure? Alors, physiquement, en tout cas sensoriellement, ils n'ont pas les mêmes couleurs que nous. Par leurs yeux, quand je regarde à travers les yeux d'un chat, je vois pas du tout le monde comme je le vois avec les yeux d'un humain. Il y a moins de couleurs. Il y a moins de couleurs. Je dirais que c'est peut-être un peu plus terne, mais il y a moins de couleurs. Mais par contre, cette vision, il pallie à cette vision avec tout ce qui est sensoriel, extrasensoriel Mhm. aussi. Donc Et ils ont les informations autrement, en fait.
Ouais, ils ont les informations et alors ils ont un champ de vision qui est à peu près égal au nôtre, je dirais. Mhm. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont une ouïe qui est très développée et une perception sensorielle, je dirais tactile. En tout cas, le moindre secousse, ils sont très, très réceptifs à ça. Ouais. Le moindre mouvement, ils le perçoivent en fait. Ouais, ils ont des petites antennes en plus, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et du coup, dans la conception du monde, par contre, ils voient les plans se chevaucher. Dans leur réalité, je dirais, physique, ils voient tout se chevaucher, c'est-à-dire qu'ils voient les différents plans. Ils voient tout, tout en même temps. Tout en même C'est-à-dire temps. qu'ils sont capables de voir un humain, un désincarné, une entité. Voilà, ils peuvent tout voir en même temps. Très bien. Donc ils sont habitués, c'est leur quotidien. Oui, ils fonctionnent comme ça en fait, et Mm. pour eux, il n'y a rien d'étonnant. Et c'est pour ça d'ailleurs que on peut des fois observer des chats qui regardent vraiment des choses et que nous on les voit pas, mais eux les perçoivent. Oui, oui, c'est Voilà. vrai. Ils nous perçoivent même quand on est dans le monde astral, ils nous perçoivent. D'accord. Et est-ce qu'ils sont capables de formuler des pensées? Oui, quelque part, ils sont capables de formuler des pensées, et d'avoir une certaine réflexion. Par contre, c'est pas aussi élaboré que l'être humain, je dirais, quelque part. Oui, puisqu'ils oublient. Ouais, mais ils sont capables, je vais dire, à court terme, Mhm. ils sont capables d'avoir un enchaînement de pensées pour, par exemple, régler une certaine problématique sur l'instant. Ils sont capables de se projeter sur Oui. quelques secondes pour trouver une solution à un problème, par exemple. Et c'est beaucoup en termes de survie, en tout cas, qu'il fonctionne. Mhm. Mais ce que je vois, c'est euh, au contact de l'humain, j'ai l'impression qu'il développe encore plus ça. D'accord. Ouais, Donc on leur apporte aussi des choses. oui, Oui. À oui, part, à part l'amour et les oui, caresses. oui, oui, complètement. Il y a certains, je dirais comme une espèce d'évolution adaptative en fait à leur Mhm. milieu et ils arrivent à aller un petit peu plus loin parce que vraiment les pensées c'est en termes de quelques secondes et là je dirais que ça leur permet d'aller peut-être un tout petit peu plus loin. Mhm. Mais ils restent quand même relativement limités. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est une préparation à une future incarnation en tant qu'humain? J'ai pas cette impression-là, non. Non. Non, j'ai D'accord. pas cette impression-là. C'est juste vraiment une adaptation à leur milieu parce que ils perçoivent même nos pensées, ils perçoivent tout, quoi. Et je dirais, il y a une espèce, peut-être un mimétisme, mais c'est pas totalement ça. C'est vraiment le terme adaptation qui est le plus juste. D'accord. S'adapter à nous. Ouais. Mhm. Et donc, comme ils sont capables de penser, est-ce que tu peux voir ce qu'ils pensent de l'homme? Alors, je dirais que ça dépend des chats, ça dépend Bien sûr. vraiment de leurs conditions. Ils peuvent développer, ils peuvent même aller jusqu'à développer des troubles par rapport à l'homme. Parce qu'il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Le fait qu'ils absorbent beaucoup de choses et qu'ils fassent une espèce d'adaptation là. Oui. Du coup, quoi, ils peuvent développer des troubles, en effet, par Des rapport troubles à ouais, des troubles du comportement du ou comportement. Oui. voilà.
par C'est rapport à nous, en fait. On leur induit ça, je dirais, quelque ouais. part. C'est ce qui transmute en fait Ouais, de négatif qui est en ouais, nous. En fait, ça ouais. les. Mais D'accord. il y a tellement d'informations de ce type-là aujourd'hui, je dirais, chez l'homme. Il y a tellement de parasitage, que ce soit n'importe quel parasitage, hein, que ce soit éthérique, mental. Euh, il y a vraiment comme une espèce de saturation, en tout cas, chez certains animaux qui sont dans un milieu où il y a vraiment beaucoup de parasitage. Et il y a comme une déformation aussi, du coup, Mhm. de comportemental en fonction des personnes et du milieu. Et c'est vraiment encore dans le terme d'adaptation parce qu'ils ont cette possibilité d'adaptation qui est assez importante et donc ça peut être une adaptation positive comme négative aussi. Bien sûr, oui. Du coup, tu me parles de parasitage et d'adaptation. Et en fait, est-ce que tu peux observer un chat? Enfin, oui, tu dis ça dépend des chats, pour savoir ce qu'ils pensent de nous, en fait, de l'homme. Alors excuse-moi, Katia, il y a eu ça a coupé, je t'ai Ça a pas du tout coupé? entendu. Oui, c'est pas grave. C'est vrai que J'ai entendu l'homme à la fin. J'ai même ouvert un œil parce que je me l'image suis dit bug ça avait aussi de coupé. temps à autre, ouais. Ouais. Mm. Ouais. Donc je te demandais en fait si tu arrivais à percevoir en fait à te brancher sur un chat, essayer de savoir ce qu'il pense de l'homme, De l'homme. de son Alors je vais maître, me donc brancher sur un un. chat, oui. En fait, l'homme pour lui, c'est sa propriété, je dirais, quelque part. Euh, En fait, l'homme est chez le chat. C'est vrai que Il est roi en son domaine, je dirais ça. ouais, je vois régulièrement des petites affiches sur les bordures de jardin. Je vis chez mon chat. Ouais, bah, c'est exactement ça. C'est ça. Pour lui, il est vraiment souverain là, dans son espace en tout cas. D'accord. Et il y a une certaine domination aussi que je perçois. Mhm. Euh, Dans le sens où, bah, par exemple, un chat qui va prendre la place de son maître, par exemple, parce que son maître s'est levé sur le fauteuil, bah, c'est aussi une espèce de marque de domination. Oui, en effet. Oui. Mm. Euh, Il n'y a pas que ça, mais en tout cas, il y a vraiment. Alors, je dirais entre les mâles et les femelles aussi, il y a des choses qui varient. Mais Pareil, là, oui. je suis avec un chat, je le vois, il est magnifique, il a les poils longs, il a les yeux presque dorés, quoi. Il est vraiment très beau et c'est le roi, quoi. C'est le pacha, c'est qu'à de le dire, hein. C'est ça. C'est le mot qui me venait aussi. Un pacha. Ok. Et est-ce qu'ils ont leur propre paradigme, leur propre structure de croyance? Si oui, décris-les. J'ai pas cette information qu'ils ont leur propre système de croyance parce que c'est vraiment sur le moment présent, ils s'adaptent et donc il Mhm. n'y a pas de croyance. Ils s'adaptent Mhm. en permanence. Ils vont vraiment. Du coup, il n'y a pas du tout de croyance. Moi, je vois pas du tout de système de Ouais. croyance. D'accord. Et ensuite, est-ce que tu peux regarder à travers les yeux d'un chat Mm. et dire comment il voit? Tu l'as déjà un petit peu dit tout à l'heure. Oui. Donc, il y a moins de couleurs. Il y a moins de couleurs, c'est Non. plus terne en termes de Oui. couleurs. Je vois qu'il y a beaucoup. Alors, je vois qu'il y a du gris, il y a du vert, Mhm. il y a du jaune, il y a du marron aussi. Je vois pas de rouge. En termes de rouge, je vois pas de rouge. Je vois pas de. Voilà. Et par contre, ils ont une vision qui est. En termes d'angle de vision, ils ont une vision à peu près égale à la nôtre, Mhm. en termes d'angle.
Par contre, ils voient les plans qui se C'est ça, ouais. confondent. Voilà, c'est vraiment Ouais, c'est ça. ce que tu disais, oui. Ouais. Ils ont vraiment comme une superposition de tous les plans. Vraiment. Mais ce qui est vraiment intéressant aussi, là, que j'ai par rapport à tout à l'heure, c'est qu'ils sont capables de faire la différence entre l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire la différence entre le plan physique et le plan subtil, par exemple. Mhm. Donc ça, c'est aussi une notion que j'avais pas tout à l'heure et qui est Ouais, intéressante. en effet, plutôt, oui. Est-ce que tu peux faire la même chose à travers ses oreilles et savoir comment ils entendent? Tout est multiplié. Le son ou... Ouais. Le son, c'est-à-dire qu'ils perçoivent des sons, pour nous, ça serait infernal. Ah là là. Quelque part, parce que... mais eux, ils ont cette capacité de moduler vraiment. Mhm. Mais ils entendent vraiment le moindre, je te dirais, le moindre effleurement, le moindre mouvement. Mhm. Ils le perçoivent par l'audition aussi. Oh, ouais. Donc là, je suis en train de prendre des notes. Ils vont entendre le stylo Oui, glisser. Ils vont m'entendre déglutir et oui, compagnie. oui, oui. Et pour eux, c'est D'accord. vraiment plus exacerbé, en tout cas, que pour Ouais. nous. Et il y a certaines fréquences qu'ils arrivent à capter aussi. Il y a des fréquences que nous, on n'entend pas et qu'eux, ils captent. Et c'est lié à tous les plans qu'ils arrivent à percevoir. Ils ont aussi, ils perçoivent auditivement tous les plans aussi. Oui, parce que D'accord. oui, ils ont cette perception auditive quoi, éthérique aussi. Je Mhm. dirais quelque part, ils ont une perception. C'est comme ils ont une clairaudience en fait, hein, qui est vraiment Ouais. présente et en plus de l'audition qu'ils ont sur le plan physique. Mhm. Et c'est pareil, tout s'emboîte, tout s'embrique et par contre ils sont aussi capables de faire le distinguo. D'accord. Ils sont très fins, quoi. Il y a une finesse mais Mhm. hallucinante. Par rapport à nous, ça n'a rien à Mhm. voir. Quand je vois ta tête, c'est explicite. Super. Très bien. Et en fait, bah maintenant, tu peux faire pareil à travers son museau et comment il sent les odeurs et les parfums. Alors je dirais que il y a un peu plus d'odorat que nous. Un peu seulement. Ouais, mais quoi, après, en tout cas, par rapport à moi, je sais que j'ai un odorat qui est très très développé. Oui, Euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus développé, mais pas énormément. Pas autant que ça. pas autant qu'on Pas, penserait, quoi. pas autant que ça. Par exemple, si je Mm. me branche sur un chien, que je prends l'odorat d'un chien, il y a des milliers d'informations. Qu'un chat, c'est pas le cas. Pas tant que ça. Non. D'accord. Un chat, c'est plus fin que nous, quoi. C'est plus développé, mais, euh, mais pas autant. Mais Mm. en même temps, ils sont quand même capables. Je dirais qu'il y a une espèce de. Au niveau de l'odorat, ils sont capables d'isoler une odeur que nous, on n'est pas capable de ça. D'isoler une certaine Bon. odeur. Voilà. Qu'eux, ils sont capables d'isoler une certaine odeur. Bah, c'est comme le reste, hein. Ouais. En fait, ils dissocient à chaque fois Ouais. Ils sont ce vraiment qu'ils capables entendent, ce qu'ils voient, ouais, ouais. de prendre vraiment ce qui leur intéresse, quoi, ce qui les intéresse. Ce qui les Et intéresse. En plus, ils arrivent à le mettre au-dessus, quoi. ouais, ouais, Donc, quand ils sont à la recherche de quelque chose de spécifique, ils ont des petits capteurs qui vont oui, 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 ils rechercher. peuvent. Ouais, parce que même je vois si par exemple tu mets de la nourriture, tu mets un truc au milieu, machin, hop, 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 ils vont, même s'ils voient pas ce qu'ils vont pouvoir Ce qu'ils attraper, préfèrent. et ben ils vont le ressentir, quoi, ils vont le sentir et le ressentir aussi. Ah ouais, Donc il d'accord. y a vraiment, et ils sont capables de cibler complètement et de d'aller virer ce qui leur plaît pas pour aller prendre ce qui leur plaît, par exemple. Mhm. Il y a vraiment cet aspect-là.
D'accord. Très bien. C'est vraiment très, très développé, quoi. Ils sont extraordinaires. Oui, c'est fait plutôt, ça donne envie, en fait, Ouais. de pouvoir capter tout ça. Mm. Est-ce que tu peux observer et décrire la phase onirique d'un chat qui dort? Alors, ce que je vois, c'est qu'ils sont capables, comme nous, lors du sommeil, de se projeter dans le monde astral et d'en Mhm. être conscients, par exemple. Ils sont conscients de ça. Quand ils dorment? Ouais. D'accord. Ils sont comme nous, quoi, par rapport à ça. Vraiment, Mais par contre, ils ont la conscience de ça. Ils sont pas. Nous, on n'a pas la conscience forcément. Certaines personnes, oui, mais pas forcément. Que eux, ils ont quand même une certaine conscience. Et puis, en termes de rêve, je dirais, c'est pas aussi riche que nous, on pourrait avoir ce monde onirique. C'est quand même assez restreint et les cycles de sommeil, ce sont pas les mêmes non plus. Donc, ils ont. C'est pour ça qu'ils ont moins de, comment dire, de phases paradoxales. Je crois que c'est cette phase-là, quoi. C'est ce qui me vient en plus. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de dormir très longtemps dans la journée parce qu'ils Oui, ont oui, moins ces phases-là. Et pour récupérer, ils sont obligés de dormir beaucoup, en fait. beaucoup, oui. Ouais. Et quand tu dis qu'ils sont conscients, qu'ils partent dans l'astral, est-ce qu'ils vont y faire des choses qu'ils ont décidé de faire ou... Bah, je dirais, c'est comme ils vont explorer comme ils explorent sur Terre, ils explorent aussi dans ce plan-là. Pour eux, il n'y a pas de. Ils sont capables de le dissocier, de reconnaître dans Mhm. quel plan, mais en même temps, ils le dissocient pas dans le terme d'exploration, quoi, tu vois. C'est D'accord. normal, c'est complètement Voilà, c'est normal. un chat, ça explore Ouais, jour et nuit dans la bien matière sûr. ou dans la non-matière. C'est ça, c'est ça. Mais c'est D'accord. complètement normal, quoi. Il y a Ouais. pas de. C'est Il leur y a vie de chat, Ouais, complètement. assumée. Ouais. Super. Ok. Et comment est-ce que tu perçois le mécanisme du ronronnement? Ah, Alors, ces ronronnements, c'est très lié à l'affect et au relationnel, hein, je dirais. mhm. C'est parce que je voulais dire un autre mot, mais j'arrive pas à le dire. Et c'est Ah, vraiment celui-là qui sort. qui sort? C'est C'est le chat qui décide. ouais, c'est vraiment Le relié chat interne. à l'affect et au relationnel. C'est-à-dire qu'avec peut-être certaines personnes, ils vont ronronner, d'autres non. Mhm. Et il y a un certain, en tout cas, il y a un certain contentement dans ce ronronnement Mhm. pour lui. Ben Et justement, ça, je t'interromps parce que ça rejoint la question suivante. Est-ce que tu peux lister les humeurs que peut avoir le chat quand il ronronne? Donc là, je sens que... bah, après, ce que je sens, c'est beaucoup de bien-être, de Mhm. paix, de tranquillité, de sécurité aussi. Mhm. C'est vraiment relié à tout ce qui est positif comme Ouais. ça et en même temps ce ronronnement je dirais qu'il n'est pas anodin parce que il rentre aussi dans le process de nettoyage que je disais tout à l'heure, De transmutation de des... transmutation des énergies, Mhm. de certaines énergies et certaines fréquences. Ouais. D'accord. J'ai l'impression que rien ne peut l'atteindre, en tout cas en termes énergétiques. Ouais, il retrouve toujours son équilibre. Tu sais, il retombe toujours sur ses pattes. Mhm. Et on dit qu'un chat retombe toujours sur ses pattes, mais même énergétiquement, il retombe toujours sur ses pattes. C'est ça, oui. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc là,
Il y a une question à laquelle dont tu as déjà abordé le sujet tout à Mhm. l'heure, donc je te la pose au cas où tu auras des rajouts. Pourquoi était-il vénéré durant l'Égypte antique? Donc, il était vénéré parce que il y avait une certaine immortalité. C'était aussi Cette notion des sept vies? cette notion, ouais, d'immortalité qui est Ouais. présent en fait. C'est la question suivante avec les Ouais. sept vies. D'accord. Donc après, il y en a qui disent 7, il y en a qui disent 9, il y en a Mm. qui. Mais en tout cas, il y a vraiment parce que moi, ça me ramène aussi à ce plan où il voit les plans physiques et subtils qui se chevauchent et qui s'imbriquent, et pour lui, c'est complètement normal. Et c'est-à-dire qu'il a une vision que nous n'avons pas. Et du coup, il est considéré, en tout cas, par certains peuples qui avaient euh, certaines connaissances, je dirais, comme quelque chose de sacré, en tout cas. Mhm. Ouais. Donc il y a des gens qui avaient remarqué, enfin perçu qu'ils avaient ces capacités-là. Donc, Oui, 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 il y a des. Ouais, mm, complètement. Et ça rejoint vraiment la notion d'immortalité, en tout cas. ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont la perception de la mort? Non, pas du tout, quoi. Non. Pas comme nous, on peut le percevoir. Non. Pour eux, je ferme les yeux, je me réveille et comme mon corps Mhm. est éteint, mais il y Oui, a. puisque de toute façon, ils voyagent Ouais, ouais, non, mais tout le complètement, temps, en fait. Ouais. pour eux, c'est complètement C'est ça. normal. Ils se posent même pas la question, hein. Même pas. D'accord, bah oui, il s'endort. Il se réveillera ailleurs, ça ira bien aussi. Ouais, c'est ça. On continue, en fait, pour eux, il y a vraiment cette continuité, et c'est en Mhm. ça, je pense, cette immortalité aussi. Il y a cette continuité constante, tout va bien. Formidable. Si seulement on pouvait y arriver. Ça fait rêver. Waouh, quel Oui. lâcher prise. Oui. Est-ce que tu peux observer et décrire le moment de la mort d'un chat domestique et après la même chose pour un chat sauvage? Alors, le chat domestique, je dirais que par rapport à son environnement et je dirais l'interdépendance avec le Oui. maître, il va rester, quoi. Je le vois, tu vois, il s'assoit là, il s'assoit puis il attend, tu vois, il attend Ah, et il est toujours présent à côté du maître, il attend. Puis il y a un moment, il se dit, bon, allez, je vais aller explorer ailleurs. Il finit par s'en aller après. mhm. Mais ça met, en termes de temps, si on pourrait dire ça, terrestre en tout cas, ça met, voilà, il est là, il attend. Que le chat sauvage, je le vois rester en termes d'espace dans le même espace, Mhm. mais par contre, il continue. C'est comme s'il y avait vraiment cette continuité. Il n'y avait pas d'arrêt à Oui, attendre que j'attends quelque chose, j'attends, voilà. Que là, non, il y a vraiment cette continuité. d'accord. C'est vraiment Donc, ce qui change entre les deux. donc en fait, c'est leur envie d'aller explorer qui va faire qu'ils vont bouger et se déplacer et Ouais, éventuellement se ouais, réincarner. ouais, D'accord. Et tu ouais. parlais de qu'ils attendaient en termes de temps humain. Ils peuvent rester combien de temps assis avant de repartir à l'exploration? Ça peut durer plusieurs années, mais c'est pas Plusieurs important. années? Ouais, c'est pas important pour Oui, eux. bah oui, bien sûr. C'est vraiment pas important. D'accord, Faut très pas le bien. voir avec nos perceptions terrestres, parce que pour eux, il y a vraiment. Ça peut durer même des fois plus de 20 ans, quoi. Là, Mhm. c'est ce que je vois, ça, en termes d'années, même ça peut durer plus de 50 ans, mais pour eux, c'est pas important, quoi.
En fait, ils vivent leur vie, j'ai envie de dire d'âme. D'ailleurs, c'est la Mm, prochaine mm. question. Est-ce qu'ils ont une âme? Bah, ils ont une âme, ils ont un corps éthérique hein, aussi. Ouais. C'est ce que je vois. Donc, en fait, ils vivent leur vie d'âme. Ils vivent Voilà. leur vie et Le temps n'existe pas. non. Et ils se posent bien moins de questions. Ça, c'est clair. Et- C'est pas dur, tu me diras. Ouais. Ouais. Et donc, si oui, il possède une âme, où va-t-il après la mort physique? Bah ça, tu l'as dit, hein, ils vont vadrouiller. À moins que tu Ils vois vont autre chose. vadrouiller. Après, ce que je vois, c'est que ils doivent passer plusieurs plans. Ils... C'est bizarre parce que je vois qu'ils doivent passer plusieurs plans pour revenir après s'incarner. Il y a vraiment un cycle qui doit se faire. Alors je dirais peut-être, c'est bizarre parce que je les vois, ils passent plusieurs plans et hop, après ils peuvent revenir. Je sais Mhm. pas pourquoi ils doivent passer tous ces plans. Parce que c'est un niveau de conscience en fait. Ils passent différents niveaux de conscience et après ils reviennent. Et ils ont conscience qu'ils passent ces différents niveaux? Ou c'est pas important pour eux? Je dirais que c'est oui, ils ont conscience, mais c'est pas important. Ouais, c'est ça. Parce que c'est normal. Oui, c'est Tout est ça. normal. Ils vivent leur vie. Ouais. Très bien. Bah Parce ça, que ouais, ouais. il y a comme des paliers à chaque fois et hop, et ils reviennent après. Mhm. Bah, ça rejoint les questions qui arrivent. Le chat participe-t-il au cycle de réincarnation? Si oui, de quelle façon? Ben oui, ils participent à ce cycle totalement. Mhm. Totalement. Mais je dirais en termes par rapport à nous, ils sont beaucoup plus conscients de ce qu'ils viennent faire en tout cas. Mhm. Ouais, ils ont plus cette conscience-là. Ouais. Que nous, Ouais. on la garde pas, cette conscience, que eux la gardent quelque part. Mhm. Ouais. Bah, nous, la condition pour s'incarner, c'est qu'on oublie. Enfin, une des conditions, en tout cas. Mm. Et donc, s'ils peuvent se réincarner, de quelle façon? C'est ce que tu disais. Donc, ils passent par plusieurs plans et vont Ouais, ils passent s'incarner. plusieurs plans, c'est comme des étapes en fait, je dirais, mais qui sont normales. C'est, en fait, c'est pour quelque part, je dirais, nettoyer tout ce qui a été vécu comme en termes d'expérience et garder l'essence de l'expérience en fait. Ah oui. C'est un peu plus ça. Mhm. Et du coup, hop, et après ils reviennent. D'accord. C'est vraiment, c'est pas garder la mémoire de l'expérience, mais c'est vraiment garder l'essence de cette expérience. Mhm. C'est juste l'information pure en fait. Et après le reste, c'est balayer, nettoyer au fur et à mesure de ce cycle et hop, ils reviennent après. Mhm. C'est ça. Et donc, s'ils peuvent se réincarner, est-ce qu'ils Mm. peuvent le faire au sein de la même espèce ou peuvent-ils s'incarner dans d'autres espèces? Alors, ce que je vois, c'est que oui, je dirais comme il y a vraiment plusieurs incarnations dans la même espèce. Mhm. Comme si à chaque palier, chaque niveau, il y avait une incarnation, tu vois. À chaque fois, ils vont dans un niveau différent. C'est vrai, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, euh, et puis d'un seul coup. Ils viennent se réincarner et ils peuvent très bien décider d'aller dans d'autres espèces aussi. Katia, je crois que ça a coupé. Ça y est, te Oui. revoilà.
Oui, me revoilà. J'ai eu Donc, une petite quinte de toux et j'ai mal appuyé sur le micro. je croyais que c'était que ça avait coupé, du coup on m'entendait plus. Donc Non, voilà. non, on t'entendait. Ok. Excuse-moi. Non, non, c'est pas grave. Voilà, bah, du coup, c'était un petit signe Donc pour toi. oui, ils peuvent décider en effet d'aller s'incarner dans une autre espèce. Et quand eux le Mais, décident, mais quand eux le décident, mais en même temps, quand ils sont prêts aussi à ça. oui, Et parce que on met pas la charrue avant les bœufs, c'est qu'à de le dire. oui, Mais voilà, c'est quand ils sont capables de, aussi en termes d'âme, ouais, de pouvoir s'incarner dans d'autres espèces. Mais je trouve que déjà, au niveau de conscience, ils sont vraiment assez bien évolués, quoi, vraiment, hein. en C'est assez effet. impressionnant. Le prochain chat que je vais croiser, je le regarderai autrement. Oui, bah, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais écoute, Ouais. si tu as rien d'autre à ajouter, Non, écoute, c'était super intéressant. oui, Voilà. ouais. Je te cache pas que j'avais plein de questions qui venaient, mais bon, je suis restée Et sage. ouais, ouais. Mais je remercie la team Griffasie parce que grâce à elle, j'ai pu voir à travers les yeux d'un chat. Ouais, super. Et puis, ben, par là même, nous aussi. Merci à tous. Donc, si tu es prête, mais je vais t'accompagner pour revenir dans le présent. Ouais. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te sentiras pleine de vitalité pour ton activité suivante. Tu vas retrouver tes fréquences, les faire circuler dans tout ton corps, dans chaque cellule. Et pour commencer, on va passer par le 1, qui marque une déconnexion de tout et de tous. De tous ces chats intelligents que tu as vus et ressentis. Donc, 1, tu sens parfaitement ton corps. Il est en train de devenir léger, de plus en plus léger, et tu te sens tranquille, détendu. 2, tu sens maintenant une sensation de bien-être qui t'envahit. Elle parcourt tout ton corps et tu peux commencer à bouger tes mains et tes pieds et reprendre conscience de la totalité de ton corps. Et tu es maintenant prête pour revenir dans le présent, complètement réveillée. Et à 3, tu Ouh peux là là. ouvrir tes yeux. Il fait nuit dehors, je me rendais Oui, pas compte. oui, bah c'est classique en cette saison, ouais. Ouais, ouais, complètement. Comment tu vas? Bah très bien, je me sens très bien. Ouais, tu Je me m'étonnes. sens bien apaisée. Mhm. Mm. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé voir ces chats. Tu m'étonnes. Mm. Pareil. Eh bien, écoute, je te remercie Euh, infiniment. Merci à toi. Et puis, ben, à tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi
è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro.
Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere
Cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente,
verrà sicuramente manipolata ad altri livelli, ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.